Destin tragique. L'affaire Sylvia Likens. Torture et indifférence à Indianapolis. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Destin tragique, le podcast qui explore les parcours captivants et souvent tragiques de personnes connues ou inconnues à travers le monde. Aujourd'hui, l'une des affaires les plus sordides de l'histoire criminelle américaine va vous être dévoilée. Il s'agit du cas de Sylvia Likens. En 1965, dans la paisible ville d'Indianapolis, une adolescente de 16 ans va connaître un destin aussi cruel qu'incompréhensible. Confiée à une gardienne qui aurait dû prendre soin d'elle, Sylvia va subir pendant 3 mois des tortures inimaginables, impliquant non seulement sa gardienne, mais aussi ses enfants et même des voisins. Cette histoire qui a ébranlé l'Amérique interroge sur la nature humaine et la responsabilité collective face à la maltraitance. L'histoire de Sylvia Likens commence maintenant. En 1965, Indianapolis, capitale de l'Indiana, est une ville en pleine mutation. Avec ses 500 000 habitants, elle incarne le cœur battant du Midwest américain. Les rues sont animées par le vrombissement des voitures américaines, symbole de la prospérité d'après-guerre. Les enfants jouent dans les rues, les voisins se saluent sur leurs porches, et l'odeur du barbecue flotte dans l'air les week-ends d'été. Cependant, Indianapolis, à l'instar d'autres villes américaines de l'époque, fait face à des enjeux sociaux complexes. Malgré l'abolition officielle de la ségrégation raciale, des disparités persistent dans la pratique. La ville connaît des changements sociaux importants, influencés par les mouvements pour les droits civiques qui se développent à travers le pays. C'est dans ce paysage urbain en pleine transformation que se niche le quartier d'East New York Street, théâtre de notre histoire et microcosme de ses contradictions sociales. Des maisons modestes s'alignent le long des rues ombragées, abritant des familles de la classe ouvrière qui luttent pour joindre les deux bouts. En ce mois de juillet 1965, la vie quotidienne dans ce quartier ouvrier semble suivre son cours paisible, loin des tensions qui agitent la ville. L'air est chaud et lourd, chargé de l'humidité typique des étés du Midwest. Les enfants jouent au baseball dans la rue, leur rire résonnant entre les maisons. Une radio diffuse les derniers tubes des Beatles depuis une fenêtre ouverte. Mais derrière cette apparente tranquillité, le destin tragique d'une jeune fille est sur le point de se jouer. Cette jeune fille, c'est Sylvia Mary Likens, née le 3 janvier 1949 à Lebanon, toujours dans l'État de l'Indiana. Elle est la troisième de 5 enfants, de Lester et Betty Likens. La vie n'a pas toujours été tendre avec la famille Likens. En effet, Betty et Lester, forains itinérants, peinent à subvenir aux besoins de leurs enfants. Les déménagements fréquents et l'instabilité financière ont marqué l'enfance de Sylvia et ses frères et sœurs. Malgré les épreuves endurées, Sylvia Likens développe une personnalité remarquable, en contraste saisissant avec son environnement difficile. Ses amis la décrivent comme une jeune fille joyeuse et résiliente, au sourire facile et toujours prête à aider les autres. Passionnée par Elvis Presley, elle nourrit le rêve de devenir mannequin tout en gardant précieusement une Bible offerte par sa grand-mère, symbole de son ancrage familial. C'est cette adolescente pleine de vie et d'espoir qui, en cet été 1965, se retrouve au cœur d'une situation qui va bouleverser son existence. Ses parents, contraints par leurs obligations professionnelles, prennent la lourde décision de confier Sylvia, 16 ans, et sa sœur Jenny, 15 ans, à une certaine Gertrude Banizewski. Ce choix, fait dans l'urgence et sans véritable alternative, va s'avérer lourd de conséquences. L'accueil de Gertrude Banizewski, bien que cordial en apparence, cache une réalité bien plus sombre. « Bienvenue les filles, dit-elle d'une voix rauque. Vous pouvez m'appeler Gertie. J'espère que vous vous plairez ici. » Ces mots, prononcés avec une fausse bienveillance, masquent à peine la tension qui règne déjà dans la maisonnée. Sylvia, fidèle à son optimisme naturel, répond avec une politesse qui contraste cruellement avec l'atmosphère pesante. « Merci, Madame Banizewski. Nous ferons notre mieux pour vous aider. »
Cependant, leur nouvelle gardienne est loin d'être la figure maternelle rassurante qu'elle prétend être. Gertrude Banizewski est une femme de 37 ans, mère de 7 enfants, vivant dans une maison délabrée au 3850 East New York Street. Son parcours de vie, marqué par 3 divorces, une pauvreté persistante et une série de relations abusives, a façonné une personnalité instable et potentiellement dangereuse. Elle survit grâce à de maigres pensions alimentaires et quelques travaux de repassage pour ses voisins, sa vie étant un constant combat contre la misère et la maladie. Les premiers jours chez les Banizewski semblent relativement calmes malgré les conditions de vie précaires. La maison, mal entretenue et surpeuplée, abrite une famille dysfonctionnelle composée des 7 enfants de Gertrude. Paula, 17 ans, Stéphanie, 15 ans, John, 12 ans, Marie, 11 ans, Shirley, 10 ans, James, 8 ans, et le petit Dennis Lee Wright Jr., 1 an. Dans ce chaos organisé, Sylvia et Jenny tentent de trouver leur place, aidant aux tâches ménagères, jouant avec les autres enfants et allant à l'école. Toutefois, des tensions insidieuses commencent à se développer envers les 2 jeunes filles. La jalousie exacerbée par la pauvreté omniprésente et la cruauté latente de Gertrude créent un cocktail explosif qui ne tardera pas à transformer ce foyer en un véritable enfer pour les adolescentes. La situation bascule brutalement lorsqu'un paiement de 20 $ de Lester Likens arrive en retard. Gertrude, furieuse, pique une crise de colère. Elle hurle aux filles: «Je me suis occupée de vous deux, petites garces, pour rien!» avant de les forcer à s'allonger sur son lit, jupe et sous-vêtements baissés, pour les battre. Peu après, lorsque Lester et Betty Likens viennent en ville pour voir leur fille, aucune ne mentionne les coups, probablement sous la menace de Banizewski. La semaine suivante, Sylvia et Jenny fouillent les poubelles du quartier, collectant de vieilles bouteilles de Coca-Cola pour les vendre et s'acheter des bonbons. À leur retour, Banizewski les accuse de vol. Malgré les explications de Sylvia, Gertrude l'accuse de mentir et la force à nouveau à se pencher sur le lit pour la battre. La situation s'aggrave encore lorsque les enfants Banizewski, de retour d'une activité à l'église, se plaignent à leur mère de la quantité de nourriture qu'ils ont vu Sylvia manger. Gertrude, furieuse que Sylvia puisse ruiner son apparence physique, la force à manger un hot dog surchargé de condiments. Quand Sylvia vomit, Banizewski l'oblige à ramasser son vomi et à le manger. Lors d'une nouvelle visite de Lester et Betty Likens, Sylvia, suivant les instructions de Banizewski, ne fait malheureusement aucune allusion à cet incident. Ce qui a commencé comme une situation de garde temporaire se transforme rapidement en un cauchemar inimaginable. Au fil des semaines, Gertrude Banizewski commence à cibler Sylvia, l'accusant de vol, de mensonge et même de répandre des rumeurs sur ses filles. Sans preuve, elle force la jeune fille à se déshabiller devant ses enfants et procède à un examen humiliant. C'est le début d'une spirale de violence qui va s'intensifier de manière terrifiante. Les punitions deviennent de plus en plus cruelles. Gertrude bat régulièrement Sylvia avec des ceintures, des bâtons et même ses poings. Le calvaire s'intensifie lorsque Sylvia devient incontinente, probablement à cause du stress et des mauvais traitements. Gertrude, considérant que Sylvia n'est plus digne de vivre avec des humains, la confine dans le sous-sol, sans toilette. Cette situation conduit malheureusement à une nouvelle torture particulièrement cruelle. Gertrude remplit la baignoire d'eau brûlante, attache les poignets et les chevilles de Sylvia, puis la plonge dedans. Ces bains sont administrés de manière arbitraire, parfois plusieurs fois par jour. Après ces bains, Paula, la fille de Gertrude, frotte le corps nu de Sylvia avec du sel. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. Gertrude recrute un garçon du voisinage, Ricky Hobbs, 14 ans, comme son assistant personnel pour s'occuper de Sylvia. Hobbs, auparavant un bon élève sans histoire, subit un changement radical de personnalité, obéissant aveuglément aux ordres de Gertrude. Les enfants Banizewski transforment même la souffrance de Sylvia en une opportunité de gagner de l'argent. Ils font payer les enfants du quartier pour voir Sylvia nue ou pour la pousser dans les escaliers de la cave. Sylvia est maintenue constamment nue et rarement nourrie. Quand on lui permet de manger, c'est souvent de manière dégradante, comme lorsque Gertrude l'oblige à manger de la soupe avec ses doigts. Les actes de cruauté atteignent des sommets inimaginables. Gertrude et son fils de 12 ans, John Jr.,
force Sylvia à nettoyer le sous-sol en mangeant ses propres excréments et en buvant son urine. Malgré plusieurs occasions de sauvetage potentielles, Sylvia reste prisonnière de cet enfer. Sa sœur Jenny parvient à envoyer une lettre à sa sœur aînée, Diana, décrivant les horreurs qu'elle subisse. Malheureusement, Diana ignore la lettre, pensant que Jenny exagère pour échapper à une punition. Une voisine, informée des mauvais traitements par sa fille, ne réagit pas non plus, considérant cela comme une simple punition. Même le pasteur de la famille Baniszewski, Roy Julian, visite la maison sans se rendre compte de la situation. Gertrude lui ment, prétendant que Sylvia est une prostituée qui ne fait que causer des problèmes. Le pasteur part donc sans soupçonner l'horreur qui se déroule sous ce toit. Lorsque Diana tente finalement de rendre visite à ses sœurs, Gertrude l'en empêche et menace d'appeler la police. Diana contacte les services sociaux, mais Gertrude parvient à tromper l'assistante sociale, affirmant que Sylvia a fugué. Sous la menace, Jenny confirme ce mensonge. Ainsi, malgré plusieurs opportunités de secours, Sylvia reste piégée dans un cycle de violence et de torture qui ne fera que s'intensifier. Au fil des semaines, les tortures deviennent de plus en plus élaborées et sadiques. Sylvia est brûlée avec des cigarettes, forcée à se masturber avec des bouteilles et battue jusqu'à l'inconscience. On lui grave même les mots « Je suis une prostituée et j'en suis fière » sur l'abdomen avec une aiguille chauffée. Pendant tout ce temps, Jenny, la sœur de Sylvia, est forcée d'assister à ces horreurs, menacée du même sort si elle ose parler. Les voisins, entendant parfois des cris, choisissent de ne pas intervenir, préférant ne pas se mêler des affaires des autres. Le 26 octobre 1965, après 3 mois de torture incessante, le corps de Sylvia cède finalement. Elle meurt des suites de ses blessures, de la malnutrition et du choc. Son corps, couvert de plus de 150 blessures distinctes, est retrouvé sur un matelas sale dans la cave des Baniszewski. Dans ses derniers moments, Sylvia aurait murmuré « Je vais mourir. Je ne peux plus tenir. » La découverte du corps de Sylvia marque la fin de son calvaire, mais le début d'une enquête qui va choquer l'Amérique tout entière. La découverte du corps de Sylvia Likens déclenche l'une des enquêtes criminelles les plus choquantes de l'histoire de l'Indiana. Lorsque la police arrive au 3850 East New York Street, le 26 octobre 1965, ils sont confrontés à une scène d'horreur qui dépasse l'imagination. L'enquête révèle rapidement l'ampleur des abus subis par Sylvia. Les témoignages des enfants Baniszewski et des voisins peignent un tableau d'une cruauté inouïe. Gertrude Baniszewski tente d'abord de faire croire que Sylvia a été attaquée par une bande de voyous, mais cette histoire s'effondre rapidement face aux preuves accablantes. Le procureur, Leroy New, déclare lors d'une conférence de presse « Ce que nous avons découvert dans cette maison dépasse l'entendement. C'est un cas de cruauté systématique et prolongée que je n'aurais jamais cru possible. » Le procès débute le 18 avril 1966, attirant l'attention nationale. Gertrude Baniszewski, sa fille Paula, son fils John et 2 voisins adolescents, Coy Hubbard et Richard Hobbs, sont jugés ensemble pour meurtre au premier degré. Le tribunal est bondé chaque jour, les spectateurs et les journalistes se bousculant pour entendre les détails macabres de l'affaire. Les témoignages des enfants impliqués sont particulièrement troublants, révélant comment ils ont été manipulés pour participer aux abus. Un moment particulièrement poignant survient lorsque Jenny Likens, la sœur de Sylvia, témoigne. Sa voix tremblante remplit la salle du tribunal. Il la battait tous les jours. Gertrude disait que Sylvia méritait d'être punie. J'avais tellement peur, je ne savais pas quoi faire. Le témoignage de Gertrude Baniszewski est tout aussi choquant. Elle tente de se présenter comme une mère débordée, incapable de contrôler la situation. Mais son manque de remords apparent horrifie le jury. Après 17 jours de procès et 8 heures de délibération, le verdict tombe. Gertrude Baniszewski est reconnue coupable de meurtre au premier degré et condamnée à la prison à vie. Paula Baniszewski est également reconnue coupable de meurtre au second degré. Quant à John Baniszewski, Coy Hubbard et Richard Hobbs, ils sont reconnus coupables d'homicide involontaire.
Le juge Saul Rabb, en prononçant la sentence, déclare: Dans mes 40 ans de carrière judiciaire, je n'ai jamais vu un cas aussi horrible. La société doit être protégée de tels individus. Le procès soulève de nombreuses questions troublantes. Comment une communauté entière a-t-elle pu ignorer les signes d'abus aussi flagrants? Comment des enfants ont-ils pu être amenés à participer à de tels actes de cruauté? L'affaire Sylvia Likens a un impact profond et durable sur la société américaine, bien au-delà des frontières de l'Indiana. Elle met en lumière plusieurs problèmes sociétaux qui, jusque-là, étaient souvent ignorés ou minimisés. Tout d'abord, l'affaire soulève des questions cruciales sur la protection de l'enfance. Comment une adolescente a-t-elle pu être soumise à des mois de torture sans que personne n'intervienne? Cette tragédie conduit à un examen approfondi des systèmes de protection de l'enfance et à des appels à une vigilance accrue de la part des communautés. Le docteur Robert Ten Eck, psychologue spécialisé dans la maltraitance des enfants, commente: L'affaire Likens a été un réveil brutal pour beaucoup. Elle nous a montré que la maltraitance des enfants peut se produire juste sous nos yeux et que nous avons tous la responsabilité d'être vigilants et d'agir. L'affaire met également en lumière le phénomène de la non-intervention des témoins. Plusieurs voisins avaient entendu des cris ou remarqué des signes d'abus, mais avaient choisi de ne pas intervenir. En effet, contrairement à la France, il n'y a pas d'obligation légale générale de porter assistance à une personne en danger aux États-Unis. Un éditorial du Indianapolis Star de l'époque pose la question: sommes-nous devenus une société où l'on préfère fermer les yeux sur la souffrance d'autrui? Le cas de Sylvia Likens nous oblige à réexaminer notre responsabilité collective envers les plus vulnérables. Cependant, l'affaire Likens a pu conduire à des changements concrets dans la législation et les pratiques de protection de l'enfance aux États-Unis. Dans les années qui ont suivi, de nombreux États ont renforcé leurs lois sur le signalement obligatoire des abus sur mineurs et ont augmenté les ressources allouées aux services de protection de l'enfance. La brutalité des crimes et l'implication d'enfants dans les actes de torture ont également conduit à des discussions sur la façon de traiter les mineurs impliqués dans des crimes graves. Le cas a influencé des débats sur l'âge de la responsabilité pénale et sur la réhabilitation des jeunes délinquants. Et enfin, la situation désespérée de la famille Banizewski, vivant dans une pauvreté extrême, soulève des questions sur le filet de sécurité sociale et sur la façon dont la société prend soin de ses membres les plus défavorisés. La sociologue Dr Margaret Wilson observe: Le cas Likens nous montre comment la pauvreté et le désespoir peuvent créer un terreau fertile pour la violence. Il nous rappelle que nous devons nous attaquer aux racines sociales de la violence, pas seulement à ses manifestations. L'affaire a également eu un impact culturel durable. Elle a inspiré de nombreux livres, films et documentaires, devenant une sorte de parabole moderne sur la nature du mal et la capacité humaine à la cruauté. À la surprise générale, Gertrude Banizewski, la principale responsable de ce crime odieux, obtient une libération conditionnelle en 1985, après 20 ans de détention, et part vivre sous une nouvelle identité en Iowa, avant de décéder en 1990 d'un cancer du poumon. L'affaire Sylvia Likens demeure une plaie ouverte dans l'histoire d'Indianapolis, un témoignage brutal de la capacité humaine à la cruauté et à l'indifférence. Près de 60 ans plus tard, elle continue d'ébranler les consciences, remettant en question nos conceptions du mal et de la responsabilité collective. Le destin tragique de cette jeune fille reste un avertissement glaçant. La barbarie peut surgir au cœur même de nos communautés, lorsque la vigilance et l'empathie font défaut. L'héritage de Sylvia Likens est un appel silencieux mais puissant à ne jamais détourner le regard face à la souffrance d'autrui. Avant de vous quitter, voici une citation d'Edmund Burke, philosophe anglo-irlandais du XVIIIe siècle, et qui résume très bien cette affaire. Tout ce qui est nécessaire pour le triomphe du mal, c'est que les hommes de bien ne fassent rien.